Assemblée nationale, combien gagne réellement un député national? Le budget présenté par le gouvernement souminois est-il réaliste? Comment réussir à stabiliser le taux du dollar sur le marché? Face à face spécial, ce mercredi 19 juin 2024, après le journal de 19h, avec Flori Mapamboli Posa, député national élu de la circonscription de Kasongolunda. Rediffusion le jeudi 20 juin après le journal de minuit et après le journal de 7h. Flori Mapamboli Posa, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs de la radio Top Congo. Ancien conseiller en charge de la trésorerie au ministère national des Finances, sous Nicolas Kazadi, vous êtes aujourd'hui député national élu de la circonscription électorale de Kasongolunda dans la province du Kwango. C'est en cette qualité surtout que nous vous recevons pour faire un tour faire le tour de l'actualité. C'est bien ça. L'actualité qui, cette semaine, a été engagée par une polémique sortie de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, question de curiosité, combien vous gagnez en tant que député national depuis que vous êtes élu et investi? Écoutez, nous gagnons approximativement $5,000 de monument chaque mois. En tout cas, c'est ce que je vois. C'est en francs congolais. Vous savez, les taux bougent tous les jours. C'est près de 15 millions de francs congolais. Et donc, 14,8, 14,9, je sais pas trop. C'est pourquoi je parle de près de $5,000 américains que je vois passer dans mon compte à la fin de chaque mois. Depuis le début de cette législature. Depuis le début de cette législature. Il n'y a pas d'autres avantages invisibles, frais d'installation, il n'y a rien du tout. Non, jusque-là, non. Je n'ai jamais reçu un quelconque frais d'installation. Je n'ai jamais reçu du cash à l'Assemblée nationale, sauf dernièrement, pour les vacances parlementaires, on nous a remis $3,000 à chaque député. Et à côté de ça, ça s'inscrit dans quelle rubrique, les 3,000? C'est pour les vacances parlementaires, le titre de voyage. Les $5,000 américains que vous recevez chaque mois, c'est en deçà de ce que prévoit la loi des finances. Écoutez, il y a des choses. Je crois qu'il y a une confusion dans le chef de ceux qui commandent ce sujet. Vous avez les émoluments qui passent dans l'état liquidatif. L'état liquidatif, c'est l'état de paye de tous les agents et fonctionnaires de l'État, y compris les députés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous avez des dotations mensuelles qui sont payées aux institutions telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, l'armée, etc. Et donc, au niveau de la loi de finances, ce qui est payé, ce qui est prévu, ce qui est payé. Du moins du côté émolument, mais de l'autre côté dotation, tout ce que je sais, c'est que celle-ci a été sensiblement réduite depuis janvier. Sensiblement réduite, mais depuis janvier 2024. Mais n'a pas été ramenée qu'à $5,000, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale. Si vous voulez, parce que nous sommes soumis au devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple qui nous suit et qui nous a choisi, je vais vous donner un chiffre. Si vous le souhaitez. Allez-y. L'année passée, l'Assemblée nationale recevait, au titre des dotations mensuelles, près de 47 milliards de francs congolais mensuels. Aujourd'hui, nous sommes à 28 milliards. Le Sénat, qui recevait aux alentours de 37 milliards de francs congolais chaque mois, il reçoit aujourd'hui 15 milliards. Ça, ce sont deux chiffres que vous pouvez vérifier n'importe où, que ce soit au niveau du budget, au niveau du ministère de Finances. Qui a décidé de cette baisse de salaire? Le président Vital Kamerhe a dit en clôture de la dernière session que le salaire du député national lors de cette législature a été divisé par 2. Qui en a décidé ainsi? Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Il faut faire très attention. Il y a salaire, émolument, les émoluments qui ne sont pas compris dans la dotation dont je viens de vous parler. Là, je vous parle de dotation, ce qu'on appellerait autrement frais de fonctionnement. C'est de là que l'on payait, me semble-t-il, que l'on prenait en charge d'autres rubriques. Oui, mais de rémunération. Je cite Vital Kamerhe pour être plus concret. Il a dit 14 millions de francs congolais équivalent à $5,000, tout avantage compris. Ce sont ces mots. Ça veut dire invisible, frais de ceci, frais de cela. Tout est compris dans les $5,000. Or là, vous venez déjà de me parler d'une rubrique
frais de vacances parlementaires qui ne sont pas compris dans les 5 000. C'est ce que je dis. Vous appellerez peut-être le président Vital pour donner plus d'explications sur cette question ou sur ce qu'il a avancé lors de la clôture de la session de mars. Mais moi, je vous dis la vérité. Et rien que la vérité. La vérité est que les chiffres qu'il avance ne sont pas non, ce n'est pas ce que ce n'est pas ce que je dis parce que bien plus que ça. Non, monsieur Thierry, aujourd'hui, si on vous pose une question sur ce que vous gagnez, vous direz exactement ce que vous touchez à la fin de chaque mois. Vous ne ferez jamais allusion à ce que vous touchez au titre des heures supplémentaires. Vous ne ferez jamais allusion à tout ce que vous touchez au titre peut-être d'indemnité de logement, etc. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Monsieur Mapamboli, si mon patron, avant moi, passe pour dire que je ne touche que 5 000 $, tout avantage compris, et que moi je sais qu'en dehors de ce que je touche comme salaire, il y a d'autres avantages qui ramènent ma rémunération au-delà de 5 000 $, il n'aura pas dit vrai. C'est pourquoi je dis, les présidents Caméré, je crois que vous avez les contacts de ces services de communication. Vous pourrez leur poser la question pour vous donner de amples détails. Mais vous en êtes bénéficiaire. Vous en êtes bénéficiaire. C'est pourquoi je vous ai donné de vrais chiffres. Oui. Je vous ai parlé. Et des éléments qui prouvent que ce que vous touchez, c'est au-delà des 5 000 $. Parce qu'on n'a pas parlé d'autres avantages. Attendez, je vais vous poser une question. Vacances parlementaires. Titre de voyage, c'est pas une rémunération. Mais quand on dit tout avantage compris, je ne parle pas de rémunération. C'est pas un émolument non plus. Quand il dit c'est quelque chose que je toucherai 2 fois l'an lors de 2 vacances parlementaires. Mais quand il dit tout avantage compris, c'est vacances parlementaires y compris. Mais je ne vais pas revenir sur les éléments composants de rémunération. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez en mission, on vous donne des frais, n'est-ce pas? Quand vous allez en mission, Top Congo, vous avez voyagé, vous allez en Belgique, vous allez aux États-Unis, etc. Vous avez les frais de billet. Non, attendez, vous avez le frais de billet, votre billet d'avion, vous avez votre logement à l'hôtel, vous avez un per diem. Non, attendez. Est-ce que ça c'est votre rémunération? On ne parle pas de. Est-ce que c'est votre rémunération? Missions de service là. Non, mais nous, chez nous, les missions justement, c'est ces vacances parlementaires. Parce que je vais aller vers ma base, je dois payer un billet d'avion et malheureusement nous, à Kassongolou, il n'y a pas de plein. Donc je prendrai 4 ou 5 véhicules où je dois mettre du carburant, n'est-ce pas? Où je dois dépenser pour mes équipes, tous ces gens qui vont m'accompagner, etc. Ça, ce n'est pas une rémunération. Il faut vraiment qu'on fasse la part des choses et surtout ne pas désorienter l'opinion quand on parle de ces sujets. Ça ne vient pas de nous. Ça vient du président. Non, le président a parlé des émoluments. Il a dit. Mais ici, vous prenez tout. Non, monsieur Mapamboli. Vous avez commencé par dire que vous avez devoir des redevabilités. Et vous devez dire la vérité. Nous devons de dire la vérité, exactement. Nous, Top Congo y compris. Ouais. Le président a dit 14 millions équivalent à 5 000 $ américains, tout avantage compris. C'est pour cela que j'insiste sur la question. Parce que tout ce que vous évoquez, en dehors de ces 5 000, devrait faire partie de ces avantages qu'il a évoqués. Non, le titre qui ramène l'enveloppe salariale ou tous les avantages, rémunération y compris, au-delà de 5 000 $. Attendez, je ne crois pas que le titre des voyages font partie justement des avantages accordés aux députés. Je doute fort. Parce que j'imagine ceux qui iront à Goma, il suffit parce que la loi, la circulaire précise que le député voyage en business class. Rien qu'en prenant ça, aller-retour, ça leur prend plus de 2800 balles. Puisqu'on parle des chiffres, en dehors du député qui n'a pas une autre fonction à l'Assemblée, les membres du bureau touchent combien? Les membres du bureau sont des députés. Oui. En dehors, ils touchent au même titre que le député. Ils touchent au même titre que les députés, sans autre avantage? Ça, je ne sais pas parce que je ne gère pas le bureau. Mais vous avez avancé des chiffres pourtant. J'ai avancé des chiffres qui sont donnés en bloc. C'est ce que je vous dis justement. C'est comme ça qu'on l'appelle dotation. Ils les gèrent comme ils veulent? Ils le gèrent suivant parce que vous, il y a plusieurs. Vous ne suivez pas? Non, dans la gestion quotidienne, les députés, les simples députés, Mapamboli ne participe pas
Ok? S'il y a contrôle, c'est a posteriori. Mais vous savez, vous savez mieux que moi que chaque membre du bureau a droit à un cabinet. Ils ont droit aux frais de fonctionnement. Oui, exactement. Certains ont droit ils ont même droit au fonds secret de recherche, au fonds spécial d'intervention. Ils en ont droit, mais je me réserve de fournir des chiffres parce que je n'en ai pas la maîtrise. Est-ce que cette polémique valait la peine? Parce que aujourd'hui, les chiffres avancés par le président de l'Assemblée nationale sont contestés par ses adversaires politiques, sont contestés par des ONG qu'il a menacés d'ailleurs, qui avancent des chiffres contraires. Voilà. Je veux vous dire une chose. Moi, j'apprécie les soucis de transparence qui animent le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous me parlez des ONG. Je veux vous dire très clairement que ces ONG tapent généralement à côté, notamment l'ODEP. C'est des gens qui ne vérifient jamais les chiffres, ça je peux vous les prouver. Ils avancent des conclusions fantaisistes et je ne sais pas pourquoi ils font ça. Les chiffres présentés par la plupart de ces ONG sont tirés... Non, c'est pourquoi les chiffres que je viens de vous donner, ils n'en ont pas. Je suis sûr qu'elles n'en ont pas, des ONG. Elles n'en ont pas, mais elles n'ont jamais fourni un quelconque effort pour s'en procurer, pour entrer en contact avec le service qui sont habilités, des services attitrés, pour leur donner des informations qui sont vraies et sur base desquelles elles peuvent justement faire leur travail et donner la bonne information au peuple congolais. Ça, je déplore. Pour le cas du salaire des députés, ils n'ont aucune information, une fois de plus. Vous le pensez? Mais bien sûr, je le pense. J'en suis totalement sûr. Je vais vous lire le dernier poste de Martin Fayoulou. Émolument, rémunération mensuelle d'un député en RDC, émolument en francs congolais, 15 756 480 francs congolais, primes diverses, 11 373 065, réserve parlementaire 0, participation aux travaux des commissions 800 000 francs, total en francs congolais 27 929 545 francs congolais, total en dollars 13 965. Ça c'est quand? Lisez. C'est chaque vacances parlementaire, le député a droit... Attendez, s'il vous plaît. À chaque vacances parlementaire, le député a droit à $3,000 par vacances et $6,000. Ça, vous avez confirmé aussi. Oui, donc, il n'a pas faux. Il n'a pas totalement faux. Non, mais regardez la date. C'est des chiffres qu'il a avancés. Avant février 2022 et après février 2022. Après février 2022, est-ce qu'il a les chiffres de... Après février 2022, les chiffres, c'est ce que gagne un député est passé d'ailleurs de 13 à 20 793 $ américains selon ces chiffres sortis par Martin Fayoulou. Et si vous prenez ce montant-là en francs, j'ai déjà vu les tableaux, vous êtes aux alentours de 43 millions de francs. 41 586. Oui, qu'il convertit lui à 20 000 $ à l'époque. Aujourd'hui, si vous prenez avec les taux de 2850 francs, vous savez vous-même à combien... donc les débats... Ça, non, ça c'est de 1 au niveau du taux. Non, ça c'est de 1. Non, je parle pas de ça. Ça c'est de 1. De 2. Il parle après février ou avril 2022. Nous sommes en janvier 2024. Les chiffres que je vous donne, c'est janvier 2024. Je suis député depuis le 14 janvier 2024. Je parle de cette législature. Ce qui est passé, je n'en avais pas la maîtrise, je ne savais pas parce que je n'étais pas député. Mais les chiffres que je vous donne concernent la législature dont je fais partie. Mais là, les commissions ne sont pas encore activées. Même lorsque ces commissions seront mises en place, la dotation ne changera pas. Il n'y aura pas un autre avantage pour les présidents des commissions, pour les membres des commissions, pour les travaux en commission. Il n'y aura aucun autre avantage que les 5 000. On les saura parce que moi, je n'ai jamais siégé dans une commission. Je ne sais pas comment ça se passe, donc on les saura. Les moments venus, vous me poserez la question, je vous répondrai en toute franchise. Parlons du gouvernement que vous avez investi depuis le 11 juin dernier, qui est entré en fonction
et qui a plusieurs défis à relever, notamment, puisque vous êtes du domaine des finances, mobiliser les recettes. Il faut absolument que sur les 5 ans à venir, le gouvernement arrive à mobiliser 92 milliards de francs congolais, équivalent chaque année à un peu plus de 18 milliards de dollars américains. Comment y arriver? Est-ce possible d'abord? Oui, je crois que c'est un budget ambitieux, c'est atteignable. Nicolas Kazadi a trouvé les recettes à un niveau, il les a multipliées par 3. Pourquoi pas ceux qui l'ont succédé à ces postes. Il suffit de poursuivre les réformes qui ont été entamées et je pense que ce sera possible d'atteindre ces chiffres. Premièrement, avec l'instauration de la facture normalisée, avec un contrôle a priori de chiffre d'affaires des sociétés, vous verrez une augmentation substantielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Le budget n'a jamais atteint 16 milliards. C'est ce que je vous dis. Présenté pourtant par le gouvernement Sama, dont a fait partie Nicolas Kazadi, dont j'étais conseiller. Le gouvernement a annoncé des budgets qu'il n'a pas réussi à mobiliser. Moi, je vous parle de budget que je trouve et ce que je laisse. Oui, mais c'est-à-dire, moi je pose la question 2021 versus, si je prends 2021 versus fin 2023, vous verrez qu'il y a une très grande différence. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas augmenté. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas augmenté. J'ai dit que ce qui avait été présenté n'avait pas été atteint. Mais c'est différent. Attention, en 2021, le budget a été largement dépassé. Je parle du budget en 16 milliards qui a été présenté les 2 dernières années. Ce budget n'a pas été atteint. Oui, effectivement, parce qu'il y a des explications. Il y a des explications. Oui, mais comment, alors qu'on n'a pas réussi à mobiliser 16 milliards de dollars les 3 dernières années ou les 2 dernières années, on va cette année réussir à mobiliser 10 milliards. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, les recettes sont en augmentation de plus de 40% comparé à l'année passée. C'était déjà le cas l'année d'avant. Non, l'année passée. L'année d'avant, c'était déjà le cas. Non, l'année passée. Mais on n'a pas atteint. L'année passée, il n'y a pas eu une forte croissance par rapport à 2022. L'année d'avant. Si vous regardez bien, en 2023, les chiffres ont été même en deçà de ce qu'on a réalisé en 2022. J'ai vu les chiffres, mais voilà, j'ai dit c'était le cas l'année d'avant, en 2022. Non, je parle d'accroissement année après année. Si vous prenez 2021, 2022, un accroissement substantiel. 2022, 2023, presque pas d'accroissement. Vous voyez? Mais 2023-2024, vous avez déjà, je vous donne un chiffre, vous pouvez vérifier, plus de 40% en termes d'accroissement des recettes. Alors que les réformes qui ont été entreprises ne sont pas encore mises en place. N'ont pas encore commencé à produire leurs effets. C'est pourquoi je dis, si aujourd'hui on active la réforme sur la facture normalisée, aujourd'hui on active la réforme sur l'impôt de personnes, de biens et plutôt de sociétés. On active la réforme sur le jet d'argent. On active la réforme sur les contrôles des terminaux mobiles, etc. Vous verrez qu'il y aura un changement. Il y aura, ça c'est sûr, il y aura un accroissement considérable de recettes. C'est possible d'atteindre 18 milliards chaque année. C'est possible. C'est possible. Il y a des potentialités, c'est-à-dire notre pays, on a tout. Qu'est-ce qui nous manque? Ça on le sait, on le dit tout le temps. Voilà, le plus important, c'est sur le terrain, c'est de savoir mobiliser. C'est possible. C'est pourquoi on active toutes ces réformes, c'est possible d'atteindre. C'est possible. C'est pourquoi je vous dis, moi je suis député. Mon travail, c'est de contrôler les gouvernements. Le gouvernement nous a présenté un programme que nous avons approuvé. Lequel gouvernement a été investi par la majorité écrasante des députés qui composent notre chambre. Ce qui reste, c'est de voir ce que le gouvernement va faire. Mais là, je vous parle en tant que quelqu'un qui a participé à la gouvernance durant les 3 dernières années, et principalement au ministère de Finances. 6,4 millions d'emplois sur 5 ans. Est-ce réaliste? C'est ce que nous allons voir, parce que le gouvernement nous dit sur les 6,4 millions, 2,8 viendront de l'accompagnement de petites et moyennes entreprises. Vous y croyez? Je préfère y croire parce que c'est le gouvernement
qui nous a présenté ces programmes et nous l'avons déjà validé. Je ne peux pas dire autrement, mais après, nous appellerons la Première ministre pour nous dire chiffres à l'appui, combien d'emplois ont été déjà créés et c'est secteur par secteur. On aimerait savoir parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes sur le marché d'emploi, mais qui ne savent pas à quel sens se vouer. Nous attendrons à ce que les emplois soient créés, mais là, nous demanderons au gouvernement de mettre un accent particulier sur la formation professionnelle. La formation classique a déjà montré ses limites. Il faut maintenant qu'on forme de menuisiers, qu'on forme de maçons, de charpentiers, etc., pour que nous puissions créer non pas seulement de demandeurs d'emploi, mais aussi le créateur d'emploi. Mais je voulais aussi dire une chose. Il y a un chiffre que je trouve très ambitieux dans le programme du gouvernement. C'est que 43% des recettes mobilisées, plus de 43% des recettes mobilisées devront être affectées aux investissements, c'est-à-dire aux dépenses en capital. Eh bien, nous attendrons. Mais je crains que sur le plan pratique, cela soit... Et donc, je sais de quoi je parle. On rappelle que vous avez été conseiller en charge de la trésorerie au ministère des Finances. Nous allons justement en parler avant la fin de cette émission. Mais vous parlez des 40% d'accroissement. Comment expliquer alors, nous sommes en juin 2024, comment expliquer toutes les difficultés que le gouvernement a éprouvées et éprouve encore pour payer les fonctionnaires? Attention, quand je parle de 40% d'accroissement, je prends 40%, je compare les recettes à fin mai versus les recettes à fin mai, donc recettes à fin mai 2023, recettes fin mai 2024. Et la tendance telle que nous la voyons va continuer jusqu'en décembre. Alors maintenant vous dites pourquoi le gouvernement éprouve des difficultés. Vous devez savoir une chose, il faut que les Congolais comprennent. Les recettes ne sont pas linéaires, c'est-à-dire tu n'as pas les mêmes niveaux de recettes tous les mois. Tu as plus de recettes dans le mois où il y a l'échéance fiscale, c'est-à-dire avril, oui. Tu as avril, tu as juillet, parce que mai a été élagué, tu as avril, tu as juillet, tu as septembre et tu as novembre. C'est là que tu as plus de recettes. Janvier, février, mars, tu as moins de recettes et cela affecte considérablement ta trésorerie. Surtout dans un contexte où les dépenses de sécurité exercent une forte pression sur la trésorerie de l'État. Cela avait été expliqué. On sait que le début de chaque année a toujours été difficile. Très difficile, ouais. Mais malgré tout, vous avez parlé de salaire. Malgré tout, justement, en avril, en mai, il y a eu des problèmes. Le gouvernement n'a pas payé à l'heure. Non, il y a eu des plaintes. J'étais là. En avril, tout a été payé au plus tard le 29. Nous avons eu des plaintes. Effectivement, je suis passé ici plusieurs fois pour vous expliquer la procédure en ce qui concerne le paiement de salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a une différence entre les décaissements que le gouvernement fait, c'est-à-dire l'approvisionnement des banques, mais aussi le paiement de fonctionnaires qui vient après. C'est-à-dire, c'est des étapes surtout pour ceux qui sont dans des zones accès difficiles. Même à Kinshasa, il y a eu des sérieux retards de paiement. Non, pas de sérieux retards. Je peux comprendre qu'il y ait des retards pour certains régimes. Il faut faire la part des choses. Il n'y a jamais eu de retard pour les militaires, les policiers et les enseignants. Monsieur Mapamboli, celui qui vous parle, gère quand même une rédaction qui a reçu de nombreuses plaintes des fonctionnaires de l'État sur le retard pris par leur paiement. Pour quel mois? Le gouvernement a dit que l'argent avait été décaissé, que toutes les banques étaient servies, mais eux, le plus important, c'est qu'ils ont reçu leur salaire en retard. Mais c'est ce que je vous dis. Et qu'à chaque fois que certains allaient vers certaines banques pour recevoir leur paie, on leur disait que les comptes ne sont pas encore approvisionnés. C'est pourquoi je dis, on a souvent un problème avec les banques. Parfois, quand on les approvisionne, elles sont censées, dans les 48 heures qui suivent, créditer les comptes des agences et fonctionnaires de l'État. Malheureusement, cela prend parfois beaucoup plus de temps que prévu. Que fait l'État, justement? C'est parmi les choses à améliorer. Justement. Il faut qu'il y ait, au niveau du comité, il suffit pas que j'ai eu à diriger pendant un temps, il faut qu'il y ait un bon suivi, une forte pression sur les banques pour ne pas faire la rétention de salaire des agents et fonctionnaires. Justement, excusez-nous de vous ramener en arrière. C'est plus un profit pour nous. Vous avez été
membre ou vice-président de ce comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. On a comme l'impression qu'en RDC, les fonctionnaires sont soumis à eux-mêmes. Ils sont exposés, ils sont à la merci de ces banques qui leur payent leur salaire quand elles sont prêtes ou quand elles veulent, et que derrière, il n'y a personne pour les défendre. Croyez-moi, Thierry, quand j'étais là, c'était... Alors que leur employeur, c'est l'État congolais. C'était la pression maximale sur les banques, et je vais vous dire qu'il y a eu même des sanctions contre certaines banques. En fait, les problèmes aussi que vous devez intérioriser, savoir, c'est qu'il y a une différence entre le crédit d'un compte et les retraits de fonds. Pour certains fonctionnaires, c'est quoi être payé? C'est lorsqu'il va au guichet de la banque et retire du cash. Alors que pour moi, le paiement, c'est lorsque ton compte est crédité. N'est-ce pas? Oui, mais n'est-ce pas? Oui, mais justement. Voilà. Maintenant, c'est un problème parce que il y a un afflux. Il y a un afflux vers le banque, vers les agences, vers les guichets pour retirer l'argent au même moment. Alors que si on avait un système bancaire développé, si on avait inculqué une certaine éducation financière à nos compatriotes, ils n'iraient pas tous au même moment pour aller retirer leur dû. Ils pouvaient avoir de moyens de paiement modernes pour pouvoir faire des courses, payer les loyers, etc. Parlons stabilité du franc congolais. C'est parmi les défis qui attendent le gouvernement souminois. Le dollar aujourd'hui ne fait que grimper et c'est la population qui en souffre. Quelles sont les solutions selon vous pour ramener le taux du dollar à un niveau raisonnable? Je voulais rater quelque chose avant de passer. Il faut noter que avant que la remise est reprise, c'est-à-dire au 31 mai, les salaires étaient payés jusqu'à fin mai. C'était juste une parenthèse. Ça, je voulais que ce soit clair entre nous. Maintenant, concernant les francs congolais, il faut qu'on retienne une chose. Nous n'aurons jamais un franc congolais stable tant qu'on sera une économie extravertie. Tant qu'on dépendra de l'extérieur, et qu'on ne produira pas, on aura toujours un problème. La solution à long terme, c'est d'augmenter la production intérieure, ce qui aura comme conséquence la réduction des importations, et on conservera nos devises au pays, n'est-ce pas, chez nous, et il y aura moins de pression sur les taux de change. C'est ça la solution à long terme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arrêter l'hémorragie? Maintenant, à court terme, il faut quelques mesures. Je vais vous donner un exemple. Parce que je suis un enseignant, je suis un pédagogue. Moi, j'ai mon argent en francs congolais dans mon compte. Mais je veux vous dire une chose. Je ne sais pas l'utiliser. J'ai des francs congolais. On m'a payé à l'Assemblée nationale. Mais cet argent, je ne sais pas l'utiliser. Mais comment je vais l'utiliser? Parce que, premièrement, je ne sais pas les retirer. 15 millions de francs congolais en espèces, je ne sais pas déjà pourquoi faire. Deuxièmement, je n'ai pas une carte bancaire en francs congolais qui me permet de faire mes courses. Troisièmement, les terminaux de paiement que l'on trouve dans le supermarché, etc., sont configurés en devises. Comment je fais? Je ne sais pas utiliser mon argent. Alors, il faut de mesures. La Banque centrale a commencé, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que même la décision de la Banque centrale concernant les terminaux est très contestée par certains économistes. Oui, je comprends. Ils ont peut-être raison, mais moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Ce qu'il faut commencer à faire, premièrement, il faut que le prix soit affiché en francs congolais. Pourquoi nous payons en devises? Il faut qu'on paye nos loyers en francs congolais. Il faut que lorsque nous allons dans le supermarché, qu'on puisse acheter tout ce que l'on veut en francs congolais. Lorsque nous allons dans des boutiques, etc., payons en francs congolais. Pourquoi on doit payer en devises? Les devises, on le cherchera. L'opérateur économique les cherchera après. Lorsqu'il voudra importer, il va les chercher, bien entendu, auprès de sa banque. Mais si aujourd'hui tout est affiché en devises et que nous-mêmes nous préférons avoir de billets en dollars que en francs congolais, ça pose un problème. C'est pour cette raison, si nous commençons déjà à avoir des cartes bancaires en francs congolais, des terminaux en francs congolais, ce sera un pas dans la bonne direction. Mais, je le répète, il faut que les dépenses importantes, notamment les loyers, soient également en francs congolais, que ce soit une exigence légale, que l'on puisse imposer cela à tout le monde. Si on ne le fait pas, les fonctionnaires iront toujours sur le marché de change
lorsqu'il recevra son salaire, eh ben, pour la simple raison qu'il doit convertir ses francs congolais en dollars pour aller payer son loyer. Alors que si le loyer est en francs congolais, c'est même avec ce qu'il reçoit qu'il paye son loyer. Donc vous voyez, c'est des choses parfois simples qu'il faut mettre en place pour pouvoir essayer de dédollariser notre économie. Entre-temps, le fonctionnaire continue à être payé en francs congolais avec l'instabilité du taux sur le marché. C'est lui et son salaire je suis totalement d'accord avec vous parce que c'est le pouvoir d'achat du Congolais qui baisse et c'est pour cette raison que le président de la République en a fait un de ses piliers pour ce deuxième quinquennat. Il faut que le taux soit stable. Si on a un taux stable, ça influe sur l'inflation, c'est-à-dire le prix de biens et services sur le marché. Et cela va permettre à ce que, même si la rémunération n'est pas importante, mais que ça puisse acheter la même chose aujourd'hui et demain. Il ne faut pas que demain tu reviennes avec l'argent qui te servait à acheter 3 sacs de riz, demain ça devienne 2 sacs. Voilà, c'est là que le Congolais perd son pouvoir d'achat et je pense que les nouvelles autorités, le nouveau gouvernement feront en sorte que cela puisse s'arrêter, que l'hémorragie puisse s'arrêter. Mais attention, comme je l'ai dit, la Banque centrale a un rôle très important à jouer. Le ministre des Finances, en coordination de politique avec la Banque centrale, s'occupe notamment de faire à ce qu'il ne puisse pas dépenser plus que ce qu'il mobilise. Mais au niveau de la Banque centrale, il faut des mesures, des interventions régulières sur le marché d'échange, des réformes sur la monétique, sur le switch national, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire et tout cela doit aller en coordination avec les mesures prises que doit prendre le gouvernement. On attend donc le gouvernement à l'œuvre, mais pour cela, il faut un contrôle parlementaire efficace. Exactement. C'est dans ça que nous serons utiles pour notre pays. C'est pour cette raison que les gens doivent savoir. Nous ne sommes pas là pour affaiblir les gouvernements. Nous ne serons pas là pour affaiblir les membres du gouvernement. Nous ferons notre travail parce que c'est sur base de ça que nos électeurs vont nous évaluer. Personnellement, je m'engagerai pour un contrôle à la fois efficace mais aussi régulier. Qu'est-ce que vous appelez contrôle efficace? Contrôle efficace et sans complaisance. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par contrôle efficace et sans complaisance? Eh bien, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Ce que je vais dire, c'est que nous axerons notre action sur les contrôles dans la gestion de finances publiques. Nous voulons une gestion orthodoxe. Nous voulons à ce que les promesses du gouvernement puissent corroborer avec son action. Oui, mais et donc, si je pose la question, et là, nous suivrons de manière beaucoup plus rapprochée l'exécution du budget. Quand je parle d'exécution du budget, je fais allusion au ministère du budget, au ministère des Finances. Et donc, nous suivrons cela et bien entendu, aussi les contrôles au sein des entreprises publiques, etc. Nous allons nous y atteler de manière ferme. Si je pose la question, ce n'est pas que je n'ai pas compris, mais c'est pour savoir comment ça va se passer, contrairement aux législatives passées, à qui il a été reproché un contrôle de complaisance. Certains ministres interpellés n'ont jamais répondu à l'invitation, aux interpellations de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux? Moi, je fais confiance à ce que a dit le président de notre Chambre. Il a dit clairement que les contrôles parlementaires sera de mise durant toute cette législature. Souvent, les initiatives sont arrêtées à quel niveau? C'est au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, quand vous avez un président qui manifeste clairement la volonté de faciliter ces contrôles-là pour le bien-être collectif, parce qu'on ne le fait pas pour nous, on le fait pour le bien-être collectif, pour les Congolais. Je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. Florent Mapamboli, je rappelle que vous êtes député national UDPS de la circonscription de Kasongo-Lunda, une circonscription qui attend beaucoup de vous, mais surtout de l'exécutif, une circonscription, et on va dire une province qui attend beaucoup de l'exécutif, car elle a beaucoup de problèmes. À quel niveau vous allez, ou de quelle manière vous allez
relayer ce plaidoyer, car le Kwango qui est à côté de Kinshasa n'a presque rien. Vous avez vous-même évoqué les difficultés que vous rencontrez à atteindre votre circonscription électorale. C'est grave. Effectivement, je ne vous le fais pas dire, c'est déplorable. C'est déplorable ce qui se passe chez moi, au Kwango. Ce qui se passe à Kasongo-Lunda, c'est déplorable. Nous avons l'impression d'être abandonnés par le gouvernement central. Notre tâche, justement, consistera à faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour que la province du Kwango soit prise en compte. Vous savez, la ville de Kenge est le chef-lieu de province le plus proche de la capitale. Mais quand vous y arrivez, vous n'avez pas l'impression d'être dans une ville. C'est à côté. Vous n'avez aucune piste d'aviation. Donc, c'est-à-dire, même les petits porteurs ne peuvent pas atterrir à Kenge. Vous avez, au total, dans la province du Kwango, moins de 5 kilomètres de voirie. Vous n'avez jamais un investissement du gouvernement central à hauteur, ne serait-ce que de 10 millions de dollars américains. Il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a pas de bibliothèque pour les jeunes. En réalité, concrètement, je dirais que la province du Kwango est abandonnée. Et nous, notre rôle en tant que député national consistera justement à foutre la pression, parce que c'est pour ça que nous avons été élus. Nous allons faire la pression, nous allons suivre jusqu'à ce que la province du Kwango soit prise en compte dans les actions que le gouvernement compte mener à travers toute la République. Je vais vous dire une chose, Thierry. Le territoire de Kasongo-Lunda est plus grand que le Rwanda. Je ne sais pas si vous le savez. Kasongo-Lunda est plus grand que le Rwanda. Mais quand vous y arrivez, vous ne vous rendez pas compte. Vous vous dites, est-ce que je suis au Congo? Frontalier à l'Angola, quand vous traversez de l'autre côté, c'est le jour et la nuit. Ah, c'est le jour et la nuit. Kasongo-Lunda est plus grand que le Rwanda, 3 fois plus grand que la ville-province de Kinshasa, ok, n'a que 4 députés nationaux. Kinshasa, c'est 48 députés. Alors, pourquoi je fais cette comparaison? Ça fait dire que la densité dans le territoire de Kasongo-Lunda est très très faible. Ouais. C'est inhabité. C'est inhabité. Ouais. C'est inhabité. Il y a plus de forêts, plus d'endroits. Donc, ce que nous allons demander, premièrement, il faut qu'il y ait des routes. Si on nous construit une route qui quitte Kenge jusqu'à Kayemba, à la frontière avec l'Angola, en passant par le territoire de Kasongo-Lunda et de Feshi. De l'autre côté, on prend Bukangalonzo vers Tembo, frontalier également à l'Angola, en passant par Popokabaka et Kasongo-Lunda. La province du Congo est désenclavée. Et avec ça, des initiatives pour encourager la production agricole, parce que nous sommes une province à vocation agricole. Florima Pamboli, ancien conseiller en charge de la trésorerie au ministère des Finances sous Nicolas Kazadi. Tiens, comment va-t-il? Il va très bien. C'est quelqu'un qui a un mental un peu différent des autres. Nicolas Kazadi également député national élu comme vous, mais on rappelle que vous, députés nationaux, avez autorisé l'ouverture d'une instruction à sa charge justement sur le dossier forage. Vous avez été l'un de ses proches collaborateurs. Que pouvez-vous dire par rapport à ce dossier sur lequel il est incriminé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instruction avait déjà commencé. Le député national Nicolas Kazadi a eu à voir le procureur général, le service du procureur général, 3 fois de suite, y compris une confrontation avec les autres protagonistes à ce dossier. Et l'Assemblée nationale ne pouvait pas faire autrement, ne pouvait que, sur demande d'ailleurs de l'intéressé, l'Assemblée nationale ne pouvait qu'autoriser le procureur de poursuivre l'instruction qu'il avait déjà commencée à la demande du député national Nicolas Kazadi lui-même. Et nous pensons que cette instruction conduira à l'éclatement de la vérité, parce que c'est ce que nous souhaitons. C'est quoi la vérité selon vous? Pourquoi a-t-il payé à ces prestataires autant de fois en procédure d'urgence? Pourquoi ce dossier aujourd'hui le salit à ce point?
Vous savez, je ne vais pas vraiment entrer beaucoup plus en détail, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. On a fait des commentaires dans les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut savoir en ce qui concerne ce dossier, c'est que Nicolas Kazadi est victime d'un complot. Si vous regardez bien, il n'est pas partie prenante à ces contrats. Il n'a jamais signé ces contrats. L'autorité contractante, c'est le ministère du Développement rural. Et à partir du moment Nicolas Kazadi est caissier de l'État. Il est trésorier. À partir du moment où la personne qui a signé les contrats, la personne qui est censée suivre l'exécution des contrats te dit, écoutez, il faut payer pour que l'entrepreneur continue à construire des stations de forage. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a payé. Il revenait au ministre du Développement rural dessus. Mais attention. Monsieur Fleury Mapamboli, s'il vous plaît, concernant ce dossier, j'ai lu le rapport de l'IGF. J'ai échangé avec des cadres du ministère en charge du développement rural. Le fait est que le ministre des Finances a payé plus d'une fois le prestataire en procédure d'urgence. Ce n'est pas une infraction de payer. Oui, mais s'il vous plaît, vous dites que ce n'est pas une infraction, mais ça doit être justifié. À partir du moment où vous qui n'avez pas signé de contrat, vous qui n'êtes que caissier de l'État, décidez de payer un prestataire en procédure d'urgence, donc d'outrepasser les différentes étapes du contrôle du budget et du paiement, c'est vous qui en assumez la responsabilité. C'est là qu'il y a un problème, c'est là que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas le ministre de Finances qui décide de payer en procédure d'urgence. C'est qui a décidé? On les lui demande. Qui les lui a demandé? Le ministre du Développement rural, le lettre existe. Qui n'est pas du même avis. Mais regarde, le ministre des Finances qui dit avoir été surpris par certains paiements qu'il n'a pas contrôlé. Non, je vais vous expliquer une chose. Qu'est dit la loi en la matière? C'est-à-dire que, ministre sectoriel, tu transmets ton dossier à travers ton sous-gestionnaire des crédits au ministère du budget à travers la direction du contrôle budgétaire. Tu introduis ton dossier dans la chaîne de dépenses. Qui doit suivre le cours normal, n'est-ce pas, des contrôles, jusqu'à voir ce qu'on appelle les dossiers d'ordonnancement, ce qu'on appelle communément DTO. Voilà. C'est les titres de paiement que le ministre des Finances est censé par la suite signer pour générer l'ordre de paiement informatisé et décaisser à la Banque centrale. Mais ce n'est pas au ministre des Finances d'initier l'engagement. Je ne sais pas si vous avez déjà compris la nuance à ce niveau-là. Maintenant, la deuxième procédure, c'est que, malheureusement, c'est devenu la règle. Tous les ministres envoient leur dossier directement au ministre des Finances pour qu'il paye en procédure d'urgence. Et lui s'exécute. C'est lui. Et lui s'exécute. Mais il s'exécute. Alors qu'il est conscient de la procédure. Non, regardez. Suite à la pression de son collègue, il s'exécute et il paye en procédure d'urgence. Attendez. Je vais vous dire une chose. Le nombre de dossiers qui sont exécutés en procédure d'urgence, si je prends le volume total qui est demandé, c'est moins de 5%. Mais déjà là, c'est moins de 5%. C'est celui qui l'incrimine. C'est justement parce que il y a une appréciation interne à faire par rapport à l'urgence que rêvait le dossier. Pour le cas de forage, il y avait une urgence. C'était quoi l'urgence? Il y avait une urgence. Pour qu'il paye plus d'une fois en procédure d'urgence. Effectivement, si vous regardez, ne vous inquiétez pas. Vous avez le procès-verbaux des conseils de ministres. Vous avez des lettres qui sont venues du ministre du Développement rural expliquant, entre autres, la nécessité d'avoir des forages dans un contexte où on sortait du Covid. Deuxièmement, comme on s'approchait, des élections, il fallait faire quelque chose dans ce cadre-là, dans le cadre d'investissement dans le développement rural, notamment l'eau qui est un problème. Aujourd'hui, les projets qui en soi n'est pas mauvais, moi je l'assume, mais le ministre ne pouvait pas faire autrement. On aura le temps. Il ne pouvait que payer. En procédure d'urgence. Mais pourquoi pas? Et pas qu'une fois. Pourquoi pas? Il y a des salaires c'est que vous ne savez pas. Il y a la dette extérieure qui parfois est payée en procédure d'urgence. Il y a des salaires complémentaires qui sont payés tous les mois en procédure d'urgence. Mais laissez-moi vous dire. Il y a d'autres dépenses, plusieurs dépenses d'investissement payées en procédure d'urgence, notamment la construction des routes, etc. Personne n'en parle. Monsieur Fleury Mapamboli,
vous avez dit tout à l'heure que vous êtes enseignant, vous êtes pédagogue. Payer une fois procédure d'urgence, s'il y a des justifications, ça peut passer, mais pas 2 fois, pas 3 fois. Et sur des explications qui ne tiennent pas. Ça, c'est violer la loi, justement. Je me demande, c'est quoi l'explication qui ne tient pas et quelle est cette loi qui est violée? Donc, le ministre des Finances, pour vous, a cédé à la pression de son collègue de développement rural, raison pour laquelle il a plus d'une fois payé ce prestataire-là en procédure d'urgence. C'est ce que vous allez dire. On n'a plus beaucoup de temps. Parce que vous dites que à chaque fois qu'il a payé en procédure d'urgence, c'était à la demande de son collègue. Bien entendu. À chaque fois qu'il a décidé... Il n'a jamais pris lui-même l'initiative de payer en procédure d'urgence. Jamais. Alors qu'il Ça, était, je peux vous le rappeler. alors qu'il était conscient qu'il y a une procédure à suivre et qu'il pouvait demander à son collègue, comme tous les autres ministres qui sollicitent le budget de l'État, de suivre la procédure normale. Je vais vous dire une chose. Vous n'avez peut-être pas ce chiffre que je vais vous donner. Plus de 90% de dépenses de défense. Restons sur ce dossier. Non, attendez, je vais vous donner. Monsieur Mapamboli, laissez-moi finir. Si vous m'amenez sur le dossier de la défense, c'est pour trouver des excuses. N'allons pas là. Restons sur le dossier forage. Vous parlez sur le dossier forage. De théorie, moi je vous parle de la pratique. Justement, sur la pratique, mais sur le dossier forage. Pas sur le dossier défense. Pas sur le dossier forage qu'on ne maîtrise pas et dans ce contexte de guerre, certaines dépenses peuvent se justifier. Parlons des forages. Donc vous êtes en train de nous dire ici, en tant qu'ancien collaborateur de Nicolas Kazadi, qu'il a à chaque fois payé ce prestataire-là en procédure d'urgence, et donc il a accepté plus d'une fois d'enfreindre ou de violer la procédure en la matière, parce qu'ayant cédé à la pression de son collègue en charge du développement rural. Je vous dis, à chaque fois qu'un ministre sectoriel saisit le ministre des Finances pour payer en procédure d'urgence, ces derniers apprécient de l'urgence du dossier pour décider de payer soit en urgence, soit de retourner les dossiers pour demander à ce que cela passe par la procédure standard, c'est-à-dire par le ministère du budget. Celui-là, s'il était passé en procédure standard, s'il avait suivi toutes les étapes, si ce dossier avait suivi toutes les étapes, il n'allait pas être payé normalement. Mais il fallait absolument passer une fois, 2 fois, 3 fois en procédure d'urgence. Qu'est-ce qui vous fait dire parce qu'il y avait un contrat conclu en bonne et due forme, qu'il y avait une autorisation de contracter? Qu'est-ce qui vous dit que ça allait pas passer? En plus, le contrat que j'ai lu stipulait que le prestataire devait d'abord engager, faire le travail et être payé sur base des factures. C'est ce que stipulait ce contrat que j'ai lu. Ouais. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Il a été payé avant prestation. Il a été payé pour prester. Alors que le contrat, c'était qu'il prestait et qu'il se faisait payer sur base des factures par l'État. C'est logiquement ça dans tous les contrats. C'est-à-dire, on te donne, généralement c'est un acompte de 30%, ensuite tu travailles, tu introduis les factures, on te paye par la suite. Oui, mais une fois de plus, ce n'est pas ce qui a été fait. Une fois de plus. Ce n'est pas ce qui a été fait. Parce que ce prestataire a été payé avant. À chaque fois, il a été payé avant. Une fois de plus. À chaque fois que le ministre des Finances a payé, il y a eu une demande motivée du ministre sectoriel. C'est lui qui était censé engager et suivre l'exécution du contrat. C'est le ministre du Développement rural. Pourquoi vous ne l'appelez pas pour lui poser ces genres de questions? Donc ce n'est pas Nicolas Kazadi, c'est celui qui lui a demandé de violer la loi. Il n'a jamais, ça je peux le dire partout, n'importe où, à n'importe qui, le ministre de Finances, l'ancien ministre de Finances Nicolas Kazadi, n'a jamais pris l'initiative de payer cette entreprise de par son propre chef. Jamais. Je viens de vous dire ici. Jamais. Je viens de vous dire ici qu'il y a un contrat. Le ministre, sur certains dossiers, a dit, j'ai lu le contrat, j'ai trouvé qu'ici c'est exagéré, j'ai trouvé que là c'était pas bien, etc. Il y avait un contrat qui stipulait que le prestataire devait d'abord faire des travaux sur le terrain, ramener ses factures et être payé. Le ministre des Finances, avec toute la connaissance qu'il a en la matière, sans pour autant vérifier tout cela, il paye en procédure d'urgence pour céder, comme vous le dites, à la pression de son collègue en charge du développement rural. Pas pression, demande. Enfin, demande. Il avait le choix. Il pouvait demander à son collègue, comme à d'autres
collègue membre du gouvernement de suivre la procédure. Mais curieusement, sur ce dossier, et il a payé, et pas qu'une fois. Pas que ces dossiers. Et pas qu'une fois. Pas que ces dossiers. Ouais, il y en a plusieurs. C'est de celui-ci qu'on parle. C'est-à-dire, vous, c'est celui-ci qui fait l'objet d'une instruction. On parle de forage, on parle de lampadaires, mais il y a plusieurs, des centaines de dossiers. Malheureusement, c'est celui-ci qui l'a C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est parce qu'on a trouvé c'est le plus facile pour pouvoir détruire la carrière de quelqu'un que je trouve une de personnes les plus intelligentes de ce pays. Laissez-moi finir. Les faits ne semblent pas l'incriminer selon vous? Non, parce que c'est lui qui a posé l'acte. Non, laissez-moi finir. Allez-y. Maintenant, premièrement, ce que je veux vous dire, c'est que la question concernant la procédure d'urgence, c'est l'appréciation de la nature de la dépense, de l'urgence que revêt cette dépense-là. OK? Deuxième chose, si le ministre de Finances a payé, c'est qu'il y a une demande quelque part. C'est qu'il y a eu quelque part un rapport motivé qui les poussait à payer. À laquelle il n'était pas obligé de répondre favorablement. Il pouvait dire à son collègue du développement rural, vu la nature du contrat, mieux vaut suivre la procédure normale. Or là, on a vu que plus d'une fois, où à chaque fois, il a payé en procédure. Il n'y a rien de violation de la loi. Mais si ça se répète, monsieur Flori Mapamboli, il y a une règle. Laquelle? Celle que vous avez évoquée ici. Laquelle? Lorsqu'un ministre engage son secteur pour solliciter des fonds, il suit des étapes. La chaîne des dépenses, c'est ça la règle. Payer en procédure d'urgence, c'est une exception. Exactement. Mais lorsqu'une exception devient une règle, convenez avec moi que c'est la loi qui est violée. Vous allez être d'accord. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais le jour où vous recevrez quelqu'un d'autre, il vous donnera le même son de cloche. C'est qu'aujourd'hui, tous les ministres sectoriels préfèrent envoyer directement leur dossier au ministère des Finances pour se faire payer rapidement, qui est passé par la procédure. Il n'est pas obligé d'adhérer. Il n'est pas obligé d'adhérer ou de céder à ces pressions. C'est ce que je vous dis. Or là, il a fait. S'il l'a fait, il y a une motivation. Non seulement il a violé la procédure plus d'une fois, ce n'est pas lui qui viole. La personne, c'est lui qui exécute. Non, c'est lui qui engage le paiement. La personne qui viole la procédure est celle. C'est pas celle qui demande, mais c'est celle qui exécute. Non, c'est celle qui n'introduit pas son dossier à la chaîne. L'ordre mal exécuté. Non, c'est pas ça. On n'est pas dans ces contextes-là. On n'est pas dans ces contextes. Donc pour vous, le problème, ce n'est pas Nicolas Kassédi, mais c'est aucunement. Le ministre du Développement Rural. Aucunement. Le ministre Nicolas n'est pas partie prenante au projet, plutôt au contrat. Il l'a exécuté, mais ce que vous ne dites pas, quand il a constaté lui-même, il a envoyé ses équipes pour vérifier si réellement l'entreprise était en train d'exécuter en bonne et due forme les contrats. C'est pas ça qui devait être fait à l'amont. Attendez, quand il l'a constaté. Ça ne devait pas être fait à l'amont, conformément au contrat. Non, regarde, on vous envoie des rapports. Le ministre du Développement rural. Et puis vous dites allez quand même vérifier. Non, attendez. Alors que vous devriez payer sur base de facture. Non, attendez, je vais vous dire une chose. On parle quand même mais laissez-moi finir. Ce n'est pas le travail du ministre de Finances d'aller visiter chaque site pour voir là où on a implanté le forage. Mais pourquoi c'est pas son travail. Pourquoi il a décidé de faire maintenant, laissez-moi finir. À chaque fois qu'il y avait une demande de paiement, il y avait en annexe un rapport venant du ministère du Développement rural. Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Il a envoyé un rapport pour dire, aujourd'hui, nous sommes à autant de forages, à autant de stations déjà implantées. Il détaillait même les provinces. Dans telle province, on a autant, telle province, on a autant. À un moment donné, le ministre s'est dit, écoutez, c'est bien le rapport que vous m'envoyez, mais j'aimerais moi-même aussi savoir où vous en êtes. En quelle qualité? C'est comme ça qu'il a fait. En quelle qualité? Non, attendez, c'est comme ça qu'il a fait. En quelle qualité? Mais en tant que ministre des Finances. Il n'a pas le droit, vous avez dit. Non. Ce n'est pas lui. Non. Ce n'est pas lui. Non, attendez. Attention. Quand on lui fait les rapports, qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute sur base des rapports qu'on lui fait. Mais par la suite, il pose la question pour savoir combien de stations avez-vous déjà livrées? Il pose la question au ministre du Développement rural. Le ministre du Développement rural dit, nous sommes à plus de 70 stations. Le ministre de Finances répond pour dire, écoutez, l'argent que vous avez reçu correspond à la livraison de 241 stations. Tout ce que je vous demande, c'est que, avant de poursuivre les contrats, livrez d'abord 241 stations, et après on pourra continuer l'exécution. C'est lui qui écrit, et nous sommes en août 2023, il n'y avait pas encore ces problèmes. Ça c'est de un. Deuxièmement,
Si vraiment il y avait un problème dans ce cadre, pourquoi le ministre? Parce que vous avez dit souvent, il vous a déjà dit ça ici, il disait c'est trop cher, etc. Mais il l'a dit aussi pour les forages. Il a dit c'est trop cher. Il a quand même payé. Il a dit c'est trop cher. Et en procédure d'urgence. Non, pas seulement il a payé. Il a dit c'est trop cher et on a abouti à une réduction du coût unitaire, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de stations à livrer tout en gardant le même montant du contrat, ce qui fait que nous sommes passés de près de 400 000 à 300 000, 298 000 dollars la station. Mais en ce qui concerne les spécificités techniques de ce qui devrait être livré, vous avez le ministre du Développement rural, vous pouvez lui poser la question. Il est confiant. Et je pense, pour conclure, que le procureur près la Cour de cassation est aujourd'hui suffisamment renseigné, il a suffisamment d'éléments, et nous attendons, parce que nous n'allons pas interférer dans ce que fait la justice de notre pays, à laquelle nous faisons confiance.